UE5, tête et cou, suite et fin. Concernant la face. A. Le vomer est un os pair de la face. B. Le vomer s'articule avec l'os ethmoïde. C. Le vomer s'articule avec l'os sphénoïde. D. Le vomer s'articule avec le palatin. Lesquelles des structures suivantes s'ouvrent dans le méa moyen? A. Le sinus frontal. B. Les cellules ethmoïdales postérieures. C. Le sinus maxillaire. D. Le sinus sphénoïdal. Concernant la mandibule. A. C'est un os pair et symétrique comme l'os maxillaire. B. C'est un os mobile. C. Elle est innervée par une branche du V3. D. Les mouvements de déduction de l'articulation temporomandibulaire sont transversaux. Concernant la mandibule. A. Chez l'adulte, la mandibule est formée de deux pièces osseuses unies par une symphyse mentonnière. B. La fossette digastrique est située sur la face externe de la mandibule. C. Les apophyses génies supérieures donnent insertion au muscle génio-hyoïdien. D. La ligne mylo-hyoïdienne est située sur la face médiale du corps de la mandibule. Concernant l'appareil masticateur. A. Il y a 4 muscles masticateurs de chaque côté. B. Le ptérygoïdien interne, médial, a son insertion distale à la face interne, médiale, de l'angle de la mandibule. C. Le ptérygoïdien externe, latéral, s'attache par deux faisceaux au niveau du condyle mandibulaire et de la capsule de l'articulation temporomandibulaire. D. L'insertion supérieure du muscle masséter se fait sur l'arcade zygomatique. Concernant l'articulation temporomandibulaire, cochez la proposition fausse. A. C'est une articulation synoviale de type ellipsoïde. B. La surface articulaire mandibulaire est représentée par la tête du processus condylaire. C. Les surfaces articulaires du temporal pour cette articulation sont représentées par la fosse mandibulaire et le tubercule articulaire. D. Le ligament temporomandibulaire médial est épais et formé de deux faisceaux. Concernant l'articulation temporomandibulaire, cochez la proposition vraie. A. Synoviale de type ellipsoïde. B. Synoviale de type sphéroïde. C. Synoviale par emboîtement réciproque. D. Cartilagineuse de type synchondrose. Concernant l'appareil manducateur. A. Le muscle temporal est innervé par le nerf temporal superficiel. B. Le muscle masséter est constitué de 3 faisceaux insérés sur la face médiale de l'angle de la mandibule. C. Le muscle ptérygoïdien médial forme avec le muscle masséter une fronde autour de l'angle de la mandibule. D. Le muscle ptérygoïdien latéral envoie une expansion à la capsule et au ménisque, disque articulaire, de l'articulation temporomandibulaire. Concernant la joue, cochez la proposition fausse.
A. L'élément anatomique principal du plan musculaire profond de la joue est le buccinateur. B. Le corps adipeux de la joue remplit l'intervalle entre le buccinateur, le masséter et le plan superficiel des muscles possiers. C. Le corps adipeux de la joue est contourné en arrière par le conduit parotidien. D. La limite antérieure de la joue est constituée par la commissure labiale et le sillon nasogénien. Concernant le muscle scalène antérieur. A. Il s'insère sur C3, C4, C5, C6. B. Il s'insère sur le tubercule de l'ifran de la deuxième côte. C. Il est innervé par le nerf accessoire. D. Il est en rapport direct avec le nerf phrénique. Concernant le muscle sternocléido-mastoïdien, cochez la proposition fausse. A. Il est inspirateur accessoire. B. Il est innervé par la branche médiale du nerf accessoire, XI. C. Il est formé de 4 chefs. D. Il reçoit des filets du plexus cervical. Concernant les muscles céphalogyres. A. Le muscle trapèze en fait partie. B. Le muscle temporal en fait partie. C. Le muscle sternocléido-mastoïdien en fait partie. D. Ils sont innervés par les nerfs cervicaux. Concernant le nerf phrénique. A. Sa racine principale est C4. B. Il passe entre artères et veines subclavières. C. Il reçoit un filet nerveux du ganglion sympathique cervicothoracique, ganglion stellaire. D. Il est moteur du diaphragme. Lequel de ces nerfs n'appartient pas au plexus cervical superficiel? A. Nerf grand auriculaire. B. Nerf supraclaviculaire. C. Nerf transverse du cou. D. Nerf petit occipital. Concernant les vaisseaux du cou. A. L'artère carotide commune gauche naît directement de la crosse de l'aorte. B. La veine jugulaire interne gauche constitue avec la veine subclavière gauche le tronc veineux brachiocéphalique gauche. C. L'artère carotide commune monte sans donner de branche collatérale. D. La veine jugulaire interne est située en dedans de l'artère carotide commune. Concernant la paquet vasculo-nerveux du cou. A. Il contient l'artère carotide commune, primitive, la veine jugulaire interne et le nerf vague, égal 10e nerf crânien. B. Il est situé en arrière du lobe latéral de la glande thyroïde. C. L'artère thyroïdienne inférieure le contourne par l'avant. D. La branche descendante de l'anse cervicale, issue notamment du nerf hypoglosse, égal 12e nerf crânien, est appliquée sur sa face antérieure. Concernant la bifurcation carotidienne cervicale. A. Elle se fait à hauteur de la 4e vertèbre cervicale. B. Elle présente une dilatation, le sinus ou bulbe carotidien, qui intéresse constamment les artères carotides internes et externes. C. Elle peut se produire au-dessus du bord supérieur du cartilage thyroïde, mais jamais en dessous.
D. Le glomus carotidien reçoit des rameaux nerveux des nerfs glossopharyngiens 9, vagues 10 et du sympathique cervical. Concernant les veines de la région cervicale. A. Habituellement, le tronc thyro-pharyngo, s'abouche directement dans la veine jugulaire externe. B. Le tronc thyro-pharyngo, contribue à la formation du triangle de Farabeuf. C. Habituellement, les veines thyroïdiennes inférieures s'abouchent directement dans la veine jugulaire interne. D. Habituellement, les veines nasales externes s'abouchent directement dans la veine faciale. Concernant l'artère vertébrale. A. Elle naît de l'artère carotide commune. B. Elle naît de l'artère subclavière. C. Elle traverse la région cervico-thoracique, stellaire. D. Elle pénètre le canal transversaire au niveau de C6. Concernant le pharynx. A. Le constricteur supérieur du pharynx s'insère sur l'aile externe du processus ptérygoïde. B. Le constricteur inférieur s'insère sur le cartilage thyroïde. C. Le muscle stylo-glosse renforce le constricteur supérieur du pharynx. D. Les muscles constricteurs pharyngés sont innervés par le 9L10. Concernant la déglutition. A. Le carrefour aérodigestif se situe au niveau du nasopharynx. B. Pendant la déglutition, le larynx s'élève. C. Pendant la déglutition, la langue en reculant pousse le cartilage épiglottique vers l'arrière. D. Pendant la déglutition, le voile du palais vient se coller contre la langue. Concernant les muscles hyoïdiens, cochez la proposition fausse. A. Le muscle mylohyoïdien s'insère sur le sillon mylohyoïdien de la mandibule. B. Le muscle géniohyoïdien s'insère sur l'épine mentonnière inférieure. C. Le muscle stylohyoïdien s'insère sur le processus styloïde du temporal. D. Le muscle digastrique s'insère en partie sur l'os hyoïde. Concernant les muscles infrahyoïdiens, cochez la proposition fausse. A. Le plan superficiel comprend les deux sternohyoïdiens, égale sternocléidohyoïdiens, et les deux homohyoïdiens. B. Le plan profond comprend les deux sternohyoïdiens et les deux thyroïdiens. C. Les muscles infrahyoïdiens sont abaisseurs de l'os hyoïde. D. Les bords médiaux des deux sternothyroïdiens délimitent le losange de la trachéotomie. Concernant l'espace rétrostylien. A. Il est traversé par le nerf facial, 7. B. Il est traversé par le nerf glossopharyngien, 9. C. Il est traversé par le nerf hypoglosse, 12. D. Il est traversé par l'artère carotide commune. Parmi les éléments suivants du bouquet stylien, enveloppé par le rideau stylien lesquels sont au contact direct de la glande parotide, participant ainsi à la constitution de la loge parotidienne. A. Muscle stylohyoïdien. B. Ligament stylohyoïdien.
C. Ligament stylo-mandibulaire. D. Muscle styloglosse. Concernant la glande parotide. A. Elle se draine dans la cavité buccale par le canal de Stenon ou conduit parotidien. B. Le canal de Stenon passe en dedans de la mandibule. C. La glande parotide est en rapport très proche avec la carotide primitive. D. La glande parotide est traversée par le nerf facial. Concernant le canal parotidien, cochez la proposition fausse. A. Il sort de la parotide, accompagné par le prolongement masséterin de la glande. B. Il glisse contre la face superficielle du muscle masséter. C. Il décrit un trajet en baïonnette dans le plan horizontal en passant successivement en dehors, puis en avant, du corps adipeux de la joue. D. Il perfore le muscle constricteur supérieur du pharynx. Concernant l'osioïde. A. Il est immobile. B. Il se projette sur C5. C. Une grande partie des muscles de la langue s'y insère. D. Il répond, en dessous, à la région laryngée. Concernant la langue. A. La langue présente un squelette fibreux qui s'attache à l'osioïde. B. La langue présente deux portions, une fixe et une mobile. C. À la face inférieure de la langue, on peut voir des veines à travers la muqueuse. D. Les plis glosso-épiglottiques se situent en arrière et en dessous de la portion fixe de la langue. Concernant la langue. A. L'artère linguale naît de l'artère carotide interne. B. L'innervation sensorielle, gustation, en avant du V lingual appartient au nerf lingual. C. L'innervation sensorielle, gustation, en arrière du V lingual appartient au nerf glossopharyngien. D. L'innervation motrice appartient en majorité au nerf hypoglosse, 12. Concernant la glande thyroïde. A. L'isthme de la glande est normalement situé à hauteur du troisième anneau trachéal. B. L'artère thyroïdienne supérieure naît de la carotide interne. C. Le nerf récurrent gauche est une branche du pneumogastrique, il passe sous la crosse de l'aorte avant de remonter en direction de la thyroïde. D. Le nerf récurrent innerve tous les muscles du larynx à l'exception des muscles crico-aryténoïdiens latéraux. Concernant la glande thyroïde. A. On peut retrouver des thyroïdes accessoires jusque dans le médiastin. B. La loge fibreuse thyroïdienne est principalement constituée par la gaine viscérale du cou et la lame prétrachéale du fascia cervical. C. Les glandes parathyroïdes supérieures se situent plus volontiers en regard du tiers moyen de la face postérieure des lobes thyroïdiens. D. L'artère thyroïdienne moyenne, égale artère de Neubauer, naît le plus souvent de la crosse aortique. Concernant la région de la nuque. A. C'est une région essentiellement musculaire. B. C'est la région postérieure, dorsale, du cou. C. Elle est recouverte par le muscle trapèze.
D. Le grand nerf d'Arnold, égale nerf grand occipital, innerve le cou. Concernant les dents. A. Chez l'adulte, la première molaire supérieure droite correspond à la 16. B. Chez l'adulte, la deuxième incisive inférieure gauche correspond à la 42. C. Chez l'adulte, la canine supérieure droite correspond à la 13. D. Chez l'enfant, la deuxième molaire inférieure gauche correspond à la 75. Concernant les dents et leur numérotation selon l'OMS. A. La canine dite de lait, denture déciduale ou lactéale, supérieure du côté gauche est désignée par 2.3. B. La deuxième molaire inférieure du côté droit est désignée par 4.7. C. L'incisive latérale inférieure gauche dite de lait, denture déciduale ou lactéale, est désignée par 7.2. D. La face mésiale de la dent 1.1 regarde la face mésiale de la dent 2.1. Concernant l'anatomie dentaire. A. La dentition représente l'ensemble des dents de la cavité orale. B. La denture déciduale comprend 20 dents. C. La couronne de la dent est la partie recouverte d'émail. D. Les cuspides correspondent à des éminences situées sur la face dentaire occlusale. Concernant l'anatomie dentaire. A. La dentine entoure et limite la cavité pulpaire. B. Le collet de la dent correspond à la jonction amélo-sémentaire. C. Le ligament alvéolo-dentaire relie le sément et l'os alvéolaire. D. Le parodonte constitue l'appareil de soutien de la dent.